BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Pour le cabinet Vitam MFO. Autre réforme qui est en cours, poussée par Joe Biden, c'est celle de la taxation des entreprises au niveau mondial, l'impôt minimum. Et on va s'intéresser justement à cette taxation mondiale des revenus. Où est-ce qu'on en est? Quel état des lieux on peut dresser pour commencer, Benoît? D'abord, un état des lieux. Le premier constat, c'est que depuis maintenant 15-20 ans, on voit que l'économie numérique, c'est-à-dire la prestation immatérielle qui repose sur l'usage de tout un tas d'instruments qu'on utilise dès l'instant où on ouvre son ordinateur, dès l'instant où on ouvre, j'allais dire, son iPhone ou autre smartphone le matin, eh bien, on utilise des outils qui sont développés essentiellement par des sociétés étrangères, les fameuses GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Microsoft. Et cette économie numérique fait que le profit qui est engendré par ces sociétés, eh bien, est décorrélé de l'endroit où la prestation est délivrée. La prestation est délivrée en France lorsque vous ouvrez votre Google. Et pour autant, la base d'imposition, elle n'est pas naturellement en France. Et on se rend compte, donc, deuxième constat, que la non-taxation par tout un tas d'artifices, par tout un tas d'outils, par tout un tas de brèches qui existent dans les conventions fiscales, fait qu'il y a une discordance entre l'endroit où on consomme et puis l'endroit où on est taxé. Malgré tout, je le disais en préambule, on a une administration américaine qui a pris les choses en main. Et les choses changent depuis l'arrivée de Joe Biden. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, la première des choses qui a changé, c'est d'abord l'OCDE. L'OCDE s'est rendu compte que cette discordance que je visais, j'allais dire cette taxation artificielle dans des endroits où la base taxable est naturellement inférieure, où le taux d'impôt est naturellement inférieur, est anormal. Et depuis 2013, l'OCDE, en accord avec le G20, en accord avec le FMI, en accord avec la Banque mondiale, donc en accord avec tous les organismes internationaux qui régulent la finance, s'est rendu compte qu'il fallait changer un système qui repose depuis les années 20 sur des conventions bilatérales entre, prenons l'exemple simplement de la France et les États-Unis. Il y a une convention de non-double imposition qui en réalité est une convention non pas de non-double imposition, mais de non-imposition tout court, puisque les grands penseurs juridiques, fiscaux, ont pu rentrer dans ces brèches qui font qu'il n'y a pas de taxation. Et donc, on a voulu trouver des instruments qui puissent permettre de rendre taxable. L'OCDE a donc lancé ce qu'on appelle le BEPS. Le BEPS? Le BEPS, B-E-P-S, encore un acronyme anglais, c'est la Base Erosion Profit Shifting. Désolé pour l'anglais, c'est pas ma langue naturelle. En réalité, en bon français, c'est de trouver des instruments qui visent à lutter contre l'érosion de la base d'imposition que je visais, et puis le transfert de bénéfices dans des pays où la fiscalité est beaucoup plus appropriée pour ces grands groupes internationaux. Donc le CDE a lancé en 2013 des réflexions, les a relancées en 2015. L'administration Obama ne savait pas trop sous quel pied danser. Trump a mis ça en sommeil, et puis Joe Biden a dit, mais oui, parfaitement, il faut taxer les bénéfices au niveau mondial, car on lui, il est quand même très intéressé parce qu'il s'apprête à remonter son taux d'IS. Donc, lui, il va passer son taux d'IS de 28, entre 28 et 21%, donc selon, bien évidemment, la taille des entreprises. Donc, ça va remonter. Et puis surtout, lui, il doit financer son plan de relance de l'économie américaine de 4 000 milliards de dollars. Il a besoin d'avoir de la substance taxable. Et on estime que l'érosion fiscale représente entre 100 à 240 milliards de dollars par an. Donc l'évasion fiscale qui repose sur des stratégies d'optimisation agressive fiscale. Et ça, Joe Biden a relancé donc le BEPS, le fameux, ce qui a été lancé par l'OCDE, donc a dit ok, maintenant il est temps d'y aller. Il faut dire que donc ce sont les GAFAM qui ont un peu cristallisé toutes les passions. Oui, l'économie numérique a eu une politique très agressive en matière d'optimisation fiscale. Alors on connaît le sandwich hollandais, le double irlandais qui repose en réalité sur quoi? Sur des cessions de royalties, de droits intellectuels à des entités diverses qui, par le jeu des conventions fiscales entre, par exemple, les États-Unis et l'Irlande, entre l'Irlande et les Pays-Bas, entre les Pays-Bas et des paradis fiscaux, faisaient qu'ils avaient un taux de taxation qui était notoirement inférieur à celui qui aurait dû être
acquittés si jamais il n'y avait pas eu ces schémas fiscaux parfaitement légitimes, parfaitement exacts, puisque je rappelle, ils reposent sur ces fameuses conventions bilatérales. Et donc le BEPS, il dit quoi? Il dit on va casser la bilatéralité, j'y arrive, donc des conventions fiscales pour rentrer dans un instrument multilatéral qui va s'imposer sur l'ensemble des pays membres de l'OCDE, 135 pays. Je rappelle qu'en France, nous, on a 130 conventions fiscales bilatérales et qu'il y a dans le monde entier à peu près 3500 conventions bilatérales qui visent à éviter ces doubles impositions, mais qui visent surtout, que c'est bien utilisé, à ne pas être taxé du tout. Effectivement, maintenant que les Américains sont dans la danse, entre guillemets, les choses changent, mais même avec les Américains dans la danse, pour le moment, l'Irlande dit... niet. Alors, donc, et on se souvient qu'au plus fort de la crise, quand ils étaient le couteau sous la gorge, dans toutes les négociations avec leurs partenaires européens, les Irlandais ont lâché sur tout, sauf sur cet impôt sur les sociétés. C'est quoi cette convention multilatérale? Elle vise d'abord sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le droit d'imposer une société étrangère, tandis que théoriquement, si on regardait les conventions de non-double imposition, elle ne devrait pas être taxée sur le lieu où on consomme, la France par exemple. Et c'est le lieu où la prestation est produite, où il y avait taxation. Donc là, ça va être cassé. Ça, c'est le premier pilier. Et donc ça change singulièrement la base taxable. Le deuxième pilier, là c'est Joe Biden, où il dit le taux minimum d'imposition, c'est 15%. 139 pays aujourd'hui ont adhéré à cette nouveauté qu'est cette taxation BEPS, sauf qu'Irlande, parce que le taux d'IS en Irlande est de 12,5. Je rappelle qu'en France, à l'impôt sur les sociétés, je rappelle qu'en France, cette année, on va être à 26,5% de taux d'imposition. On était à 28 l'année dernière et on était à 33 il y a quelques années. Donc là, du coup, on se rend compte qu'il y a une base taxable qui demeure relativement similaire, mais le taux diminue en France. Le taux moyen d'imposition dans l'Union européenne, il est à 20,7% d'après ce que j'ai pu lire en me renseignant sur ce sujet. 20,7%, 12,5% en Irlande. On voit bien que le taux d'imposition du pilier 2 de la réforme multilatérale du BEPS, c'est 15. Et 12,5%, évidemment, ça va faire 15. Donc l'Irlande s'y oppose. Mais l'Irlande est isolée au sein de l'Union européenne. L'Union européenne qui avait voulu déjà lutter contre l'optimisation fiscale agressive des GAFAM avec la directive ATAD qui nous donnait des échanges automatiques d'informations, mais c'était pas assez suffisant, directive qui existait depuis 2019. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui le concert des nations veut qu'il y ait une taxation qui soit au plus juste afin de répartir équitablement la richesse et puis aussi bien évidemment trouver les financements nécessaires au plan de relance internationaux qu'on a connus. Tout le monde a y gagné. Enfin, Janet Yellen, en présentant le truc, elle avait dit il faut qu'on arrête tous collectivement de se tirer une balle dans le pied. Oui, puisque si on estime qu'il y a 100-240 milliards de dollars d'évasion fiscale par an par ce jeu d'optimisation fiscale, eh bien, nous, la réforme BEPS vise à collecter 150 milliards d'euros 50 milliards de dollars, pardon, par an. Et elle vise ces 50 milliards pour les redistribuer dans les pays qui sont les laissés pour compte eh bien, de cette révolution de l'économie numérique. Alors, la réforme BEPS, elle va viser pas toutes les entreprises, elle va viser essentiellement les mastodontes, ceux qui font plus de 20 milliards, écoutez bien, 20 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires et qui réalisent plus de 10% de profit. Et puis aussi, elle va viser les sociétés qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, selon les différents piliers. Donc c'est essentiellement les grosses entités qui devraient être taxées. Et cette réforme BEPS, évidemment, est la réponse du concert des nations internationales à l'agressivité fiscale. Ils sont allés un peu trop loin, hein, donc des GAFA. Il s'agit de se calmer. Mais elle vise aussi, juste, elle va attaquer aussi, par ricochet, si je puis dire, des sociétés françaises, hein, dont on peut citer LVMH, notamment, ou L'Oréal. On a parlé essentiellement, en ce début d'entretien, Benoît, de l'impôt sur les entreprises, de l'IS, comme on dit. Est-ce que cette volonté de taxation mondiale des revenus, elle pourrait, j'ai envie de dire, descendre d'un niveau et venir un petit peu s'intéresser à l'optimisation fiscale que font les particuliers? Alors la réforme BEPS, juste, elle existe depuis 2013, elle a eu un coup d'accélérateur par Joe Biden, hein, donc on a rebondi sur son histoire de 15%, mais elle est en phase de construction. Hein. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 140 pays, 139, 140 pays qui ont adhéré. Je rappelle que dans 3 jours, il y a les ministres des Finances qui vont se réunir à Venise, les ministres des Finances du G20 qui vont se réunir à Venise pour continuer
continuer de faire adhérer le maximum d'États à cette réforme BEPS, parce qu'il est évident que si jamais on rompt des conventions bilatérales, encore faut-il qu'il y ait l'accord des pays qui les ont signées. Donc ça, c'est le travail qu'il va y avoir à Venise dans le 9 et le 10 juillet prochain. Pour répondre plus spécifiquement à votre question, il y a déjà un État qui fait ça. Nous, en France, comme dans l'ensemble des États membres de l'OCDE et l'ensemble des États du monde, à part deux, l'Érythrée, touche pas beaucoup de monde, je vous rassure, et les États-Unis, on taxe, non pas en fonction de la citoyenneté, mais en fonction du lieu de résidence fiscale. C'est le cas en France. En France, on taxe, c'est l'article 4B du Code général des impôts, selon le premier des critères, le lieu de séjour principal, et puis après on regarde les autres critères subsidiaires, dont le centre des activités économiques. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Aux États-Unis, ils taxent dès l'instant où on a ces critères d'américanité. Il suffit de naître aux États-Unis, même 2 jours, et puis repartir après en France. Eh bien, vous êtes citoyen américain et vous devez payer l'impôt aux États-Unis. Vous devez déclarer à l'IRS, le fisc américain, l'impôt, enfin les revenus que vous avez, et vous acquittez de l'impôt localement. C'est la réforme FATCA qui s'est appliquée en France en 2014, donc où toute personne qui a ces critères d'américanité, parce qu'elle a la green card, parce qu'elle est née aux États-Unis, parce qu'elle a passé un certain nombre d'années aux États-Unis, et elle répond aux critères de citoyenneté américaine, elle doit déclarer ses impôts aux États-Unis et s'acquitter du montant d'impôt. Évidemment, là, les conventions de double imposition font que ce qu'on a payé aux États-Unis, ce qu'on a payé en France, pardon, sera imputable sur l'impôt américain, heureusement. Mais quand même, et puis je rappelle aussi aux États-Unis qu'il y a une autre difficulté, c'est qu'il y a l'impôt fédéral et puis il y a l'impôt des 50 États qui composent les États-Unis. Et donc, les conventions de non-double imposition ne visent pas l'impôt local, sauf en Floride, parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui vivent en Floride. Ça, c'est un petit aparté. Donc, cette citoyenneté-là fait qu'on est taxé. Alors, demain, est-ce qu'on va aller tous vers une taxation en fonction de ces critères de citoyenneté plutôt qu'en fonction des critères de résidence? C'est une question qui se pose. Il y a certains think tanks, on va dire un peu plus sur l'échiquier politique à gauche, qui visent ça. Il y a quelques partis politiques aussi sur l'échiquier à gauche qui demandent à ce qu'il y ait une taxation en fonction de citoyenneté pour éviter évidemment les optimisations fiscales qui visent à partir à l'étranger, c'est-à-dire en France, on a quand même quelques instruments qui nous permettent d'éviter cela. Il y a les e-tax d'une part. Ensuite, il y a la définition de ce qu'est un résident fiscal français. Et là, ça nous permet bien évidemment de taxer le maximum de personnes par rapport à des critères qui répondent aussi à la liberté de circulation. Donc, il ne faut quand même pas oublier ces éléments. Et puis, beaucoup d'États critiquent les États-Unis avec cette réforme FATCA parce qu'il est parfaitement injuste, parce qu'on est né aux États-Unis, de devoir ses impôts, vous savez, aux États-Unis, tandis qu'on n'y mettra plus jamais les pieds après. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi? Donc, le critère de citoyenneté est un problème. On va aller là. Certainement, il y a une forte pression pour qu'on aille vers cette taxation en fonction de citoyenneté. Personnellement, j'y suis farouchement opposé. J'y vois là une restriction de la liberté individuelle qui serait nuisible pour l'ensemble de nos concitoyens. Fort heureusement, en France, il y a seulement l'échiquier politique à gauche qui vit ça, et dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'ils ne sont pas majoritaires dans notre pays. C'est plutôt pas de nouvelle chose. Donc, l'arsenal pour juridique, le moment, on reste sur ces systèmes de bilatéralité, c'est un mot difficile à dire. La bilatéralité, c'est pas évident, oui, d'accord. Mais bilatéralité pour l'impôt sur le revenu, pour l'IFI, pour les droits de succession, donc en fonction des conventions fiscales qui régissent ces rapports entre États, pas pour l'impôt sur les sociétés, puisqu'on voit que la multilatéralité du PEPS va faire que demain, on aura une taxation. Donc, l'arsenal juridique se complexifie. Et puis, il y a un autre point aussi. On se rend compte qu'au-delà de cette difficulté à taxer, j'allais dire, ces GAFAM, on voit que l'économie numérique a changé la donne. Et qu'aujourd'hui, des prestations intellectuelles et matérielles doivent être taxées à l'endroit où l'on consomme. Là, du coup, c'est peut-être pas une mauvaise chose, y compris pour la France.